se méfier. Il y a un très très bon document que je vous recommande qui s'appelle Démocratie directe, faits et arguments sur l'introduction de l'initiative et du référendum. Une très très bonne compilation, il y a on va faire 70 pages je crois, une centaine de pages. Une centaine de pages sur le référendum d'initiative, faits et arguments, parce qu'on va vous dire que vous êtes populiste, que vous êtes démagogue, que vous voulez la démocratie directe, que vous voulez le rétablissement de la peine de mort. Et donc là, il y a un récapitulatif des faits et arguments dans plein de pays sur ce sujet. C'est très bien fait. Et là-dedans, je suis tombé, et je me suis dit que je vous en parlerai parce que c'est étonnant. Je suis tombé sur ce qui s'est passé en Allemagne. Non, c'est pas un exemple à suivre, c'est quelque chose qui s'est passé en Allemagne et qui devrait nous faire attention au quorum. En Allemagne, avant qu'ils ne le suppriment, ils avaient un référendum d'initiative populaire. Au début du siècle, ils avaient un référendum d'initiative populaire. Et c'est au moment de Hitler qu'ils l'ont retiré. Mais le référendum d'initiative populaire, ils avaient mis un quorum. Ils avaient mis 50% de quorum. C'est-à-dire qu'il fallait que 50% des citoyens se déplacent à l'élection pour que le référendum soit valide. Un quorum, ça. Et moi jusqu'à lire ça, j'aurais dit, ben oui, c'est vrai que le référendum d'initiative populaire, pour qu'il soit légitime, il faut qu'il y ait au moins la moitié des gens qui soient déplacés, sinon vous allez avoir une toute petite partie des gens qui vont décider pour les autres. Oui, on peut dire ça comme ça. Mais en même temps, regardez ce qui s'est passé en Allemagne et qui fait que le référendum n'arrivait pas à fonctionner. Donc il y a eu deux grandes expériences là, parce que ça n'arrivait pas à fonctionner à cause du quorum. Parce que ceux qui s'opposaient, alors l'initiative populaire, c'était souvent le peuple qui essayait d'obtenir un droit, qui essayait d'augmenter les salaires, des choses comme ça, par référendum. Et ils n'y arrivaient pas parce que ceux qui s'y opposaient, au lieu de voter non, ils ne votaient pas. Et quand tu votes pas, c'est comme si tu votais 2 fois non. Parce que ceux qui votent oui, il faut non seulement qu'ils soient majoritaires, mais il faut qu'ils arrivent à être plus de la moitié des inscrits, mais il y a tous ceux qui votent jamais de toute façon. Donc c'est super dur, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient plus de la moitié, et finalement ils n'arrivaient jamais à la moitié. Donc finalement en mettant un quorum, ça vaut le coup d'y réfléchir là. Mais qu'on y réfléchisse entre nous, je ne dis pas que j'ai tranché, j'ai pas fini de réfléchir, hein, mais c'est pas forcément une bonne idée de mettre un quorum à 50%. Oui. On met un quorum, mais on met une obligation de droit de vote avec, c'est ça ? Une obligation de voter, comme en Belgique, avec une punition. Oui, on peut peut-être faire ça. Et si on met une obligation de voter, on n'a plus besoin de mettre de quorum. Parce que. Mais ce qu'on pourrait dire, parce que sur le référendum d'initiative populaire, on pourrait dire. S'il n'y avait que 25% des gens qui se déplacent, eh bien les autres avaient qu'à se déplacer quand même, ils avaient le droit. Et ceux qui sont déplacés, ben ils décident, c'est comme ça. On peut mettre ça rend responsable. Et de toute façon, c'est référendum d'initiative populaire, et ce qui va décider par référendum, ça va être décisif. Donc les gens, ils vont se bouger, hein. Puis s'ils ne se bougent pas, tant pis pour eux. Ils peuvent, s'ils ne le font pas, c'est tant pis pour eux. Ça se défend. Alors que le quorum, non ? En fait, ce que je voulais soulever, c'est quoi ? C'est que lorsqu'une société marche... Lorsqu'une société marche, je fais le relais pour le micro. Lorsqu'une société marche, on n'a pas besoin que tous les hommes ou toutes les femmes de ce pays... fassent de la politique, absolument. Voilà. Si on est présent ici, c'est parce que ça ne marche pas. Il y a un blocage. Tout à fait. Je suis complètement d'accord avec ça. Et la prochaine fois, vous pouvez en avoir plus. Oui. Le quorum est vraiment gênant, en fait. Absolument. Absolument, et je suis en train de changer là-dessus. Je pensais qu'il fallait un quorum pour garantir une certaine légitimité, mais en fait, si on a des institutions qui donnent vraiment, qui rendent notre vote efficace, c'est-à-dire que si ce qu'on vote, ça va changer les choses, eh bien ceux qui ne viennent pas voter, ils ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes s'ils ne viennent pas voter, quoi. Hein, et on n'a pas besoin de quorum. Et vous avez raison, hein, dans une société qui marche, on n'a pas du tout besoin que tout le monde fasse de la politique. Hein, pas du tout, on peut... L'obligation de voter ne rend pas adulte. Et l'obligation de voter ne rend pas adulte, c'est-à-dire que ça nous infantilise d'une certaine façon en disant... c'est vrai que ça se discute, l'obligation de voter, moi elle me... S'il y a un vote blanc qui est reconnu. Si le vote blanc est reconnu, on n'a pas besoin de... Ah. L'obligation de voter est gênante.
Ah oui, l'obligation, vous voulez dire, ça va ensemble, le vote blanc et le vote blanc et l'obligation de voter, c'est-à-dire qu'on t'oblige à voter, mais tu n'es pas obligé de choisir quelqu'un, tu peux aussi dire, il n'y en a aucun qui me plaît. Ça va ensemble, effectivement. Mais c'est vrai que obliger les gens à voter avec une amende, c'est vrai que c'est quelque chose d'infantilisant. Parce que tu vas le forcer à voter, mais il va te punir en votant n'importe quoi. Enfin, tu vois, ça devient conflictuel alors que ça ne devrait pas l'être. Ça devrait... C'est comme quand on tire les gens au sort. Il y en a qui ne sont pas contents, qui vont être tirés au sort, qui ne veulent pas, mais ceux-là peuvent refuser. Hein. Ah ouais, enfin ça se discute. Hein. Il y a, dans les tribus, il me semble que, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que dans les tribus amérindiennes, qui sont un bon exemple de démocratie, je crois, que je n'ai pas encore travaillé, mais je sais qu'il faut que je travaille, plein de gens qui me stimulent pour travailler ce sujet-là. Les Indiens d'Amérique du Nord étaient en fédération, la fédération des Iroquois, et avaient des mécanismes, des institutions extrêmement démocratiques. Quand ils observaient les Blancs, ça les faisait rire, quoi. Hein. Ils sont vraiment bêtes, ces grands Blancs, là, ces grands machins. Ils sont bêtes, ils nous trouvaient bêtes. Quand on désignait le chef, ils ne pouvaient pas refuser. Tiens, là, il y a une place de chef, c'est toi qui vas, tiens, il va te mettre là. Et puis tu vas commencer à nous faire des cadeaux. C'est le chef qui devait faire des cadeaux. Et puis tu vas parler toute la journée. Et nous, on va te passer devant sans te regarder. On va t'ignorer. Tu vas parler pour bien que tu te rendes compte que c'est pas le chef qui fait la loi. C'est marrant, c'est marrant. Il faut creuser. Il y avait plein de choses amusantes et intéressantes. Sur le vote obligatoire, oui. En fait, il faudrait peut-être 2 votes blancs, l'un de contestation pour dire qu'on est d'accord avec aucun candidat, puis l'un pour dire qu'on ne sait pas choisir, qu'on n'a pas vraiment d'avis sur la question. Ah, il ne faut pas l'appeler maintenant alors, il faut trouver un autre chose. Parce que le vote blanc de contestation, c'est un pléonasme, on dit 2 fois la même chose. Si un vote blanc qui... dire ça aussi, aujourd'hui. Peut-être que les gens qui votent blanc aujourd'hui, peut-être aussi, ils disent je ne sais pas choisir. C'est ambigu puisqu'on ne lui a pas donné une définition précise en fait. Oui, on peut trouver un vote d'une autre couleur, on fait ce qu'on veut, c'est nous qui écrivons la Constitution. Enfin, du coup, il faudrait peut-être 2... C'est vrai, ça on pourrait dire, c'est pas pareil, je ne sais pas. Voilà. Pouvoir dire je sais pas, pouvoir dire je m'oppose. Il y aurait le vote noir. Tiens, c'est pas bête ça, un vote noir avec un drapeau de pirate. Cassez-vous. Excusez-moi. Parce que le mode de scrutin, on n'a pas parlé. Par rapport au vote blanc, excusez-moi. Oui, ce que disait le jeune homme, c'est intéressant parce que justement on a pu voir que on a un président qui a été élu avec un score de dictateur, 82% quand même. Avec combien 82%, Chirac, rappelez-vous. Ouais. Donc on se moquait des dictatures africaines et on en a quand même eu un, 82% c'est pas mal. Sachant qu'en plus, proportionnellement, il a été élu par la minorité des gens finalement. Parce que les gens qui ont voté pour lui n'adhéraient pas tous pour lui. Pas tous à contre autre chose. Ils étaient contre autre chose. Et il a eu 82%. Ce qui veut dire qu'on peut être élu à 82% de notre démocratie avec des gens qui sont contre nous. C'est quand même... c'est là où justement l'idée du jeune homme c'est intéressant, un vote noir et un vote blanc. C'est parce que là, on a quand même élu un mec à 82% en étant contre lui. Enfin, ça, c'est quand même... Voilà, alors, le problème du vote noir et du vote blanc, moi, je suis d'accord, hein, je trouve que c'est intéressant. Le problème, c'est que le vote blanc, il y a déjà une culture... Enfin, ceux qui ont une culture politique, ceux qui ont réfléchi à la question, c'est un mot qui est déjà dans le vocabulaire, ça dit déjà quelque chose. Alors, il faut qu'on l'appelle maintenant vote noir. Il faudrait qu'on trouve autre chose, une couleur, enfin, c'est une blague, voilà. Et le vote blanc, enfin, si vous voulez, il y a des mots... On a un travail très important à faire sur les mots. Je ne vais pas développer, mais je vais résumer ce que je dis d'habitude. Ça se démontre en fait. Hein. Les voleurs de pouvoir, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui nous le volent. Je pèse mes mots, je le dis gentiment. Ceux qui nous volent le pouvoir aujourd'hui avec des fausses élections, qui sont des faux choix, qui est dû à un faux suffrage universel. Ils ont pris le mot suffrage universel, qui normalement devrait être le vote des lois à l'Assemblée. Nous sommes à Athènes, nous sommes chacun dans notre commune. Ici, on est à Lyon, dans une grande ville, donc il y a suffisamment de gens pour faire une commune. Et dans cette commune, nous nous réunissons à l'Assemblée et nous votons nos lois. C'est ça le suffrage universel. Nous votons nos lois. Suffrage universel. Et ils appellent suffrage universel le fait de désigner des maîtres parmi les gens qu'on n'a pas choisis, etc. Au contraire. Ils ont mis le mot à l'envers.
ils ont écrit ça dans une constitution qui, au lieu de nous protéger contre les abus, nous met en prison. C'est une fausse constitution. Ils ont mis le mot à l'envers. Mais nous acceptons d'appeler constitution un texte qui n'en est pas une. Hein. Nous acceptons de parler de suffrage universel et de démocratie. On n'est pas obligé. On pourrait dire, mais attendez, je vais pas. On n'est absolument pas en démocratie. On n'est pas en démocratie, c'est pas du suffrage universel, c'est pas une constitution et on n'est pas citoyen. On a été ravalé au rang dégradant d'électeurs par nos maîtres politiques, qui sont les riches, depuis Voltaire. Sur la philosophie de Voltaire, le petit nombre qui fait travailler le grand nombre, est nourri par lui et le gouverne. Voilà le gouvernement représentatif. Et voilà les lumières que nous sommes priés d'adorer. Alors justement, pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur l'abstention. L'abstention. Aujourd'hui, avec les outils qu'on a. Avec les outils qu'on a aujourd'hui. Voilà. Et à la veille du second tour, l'abstention pourrait aussi peut-être devenir, juste avec ces outils-là, devenir un moyen justement de se révolter. L'abstention pourrait être un moyen de se révolter. Aujourd'hui, précisément aujourd'hui, dans l'état des choses actuel. C'est-à-dire que vous dites, il y en a forcément un qui est moins pire que l'autre. Il me semble, moi, qu'il y en a un qui est moins pire que l'autre, forcément. De toute façon, c'est très mal barré. Au rang de simple électeur. Donc c'est des foutages de gueule, de toute façon. Ça ne changera rien. On est bien d'accord, on est tous réunis pour dire qu'il faut quand même changer beaucoup de choses. Et que c'est pas pour demain. Mais donc, en l'état des choses, s'abstenir serait justement, à mon avis, un moyen de dire, de se faire remarquer, se faire remarquer pendant, je pense même pas 24 heures, bon, si, peut-être 48 heures. Je vous rappelle qu'on va être mélangé, si on s'abstient, avec d'authentiques pêcheurs à la ligne. Et que c'est juste impossible de faire le départ, la distinction entre les pêcheurs à la ligne et les mecs qui sont vraiment en colère. Et que donc, même de bonne foi, un élu va déplorer cette abstention massive, va pleurer des larmes de crocodile, en faisant semblant d'être désolé, alors que ça ne change rigoureusement rien. Sauf que, enfin, le pire des affreux a été réélu. Alors ça, putain, j'ai dit réélu, mince. Hein? Et votre blanc, c'est pareil, je pense. Si vous voulez, je pense que... Ce n'est pas une solution. Non, voilà, je crois... Une solution, mais entre voter et... entre deux... affreux. Voilà, entre deux affreux et s'abstenir, je pense pas qu'on puisse juger la personne qui s'abstient. Non, je ne la juge pas. De toute façon, les gens font bien ce qu'ils veulent. Hein. Mais il me semble que le pire, là, il a vraiment besoin que les gens humanistes, généreux, s'abstiennent. Si les gens gentils, normaux, s'abstiennent, là, il peut repasser. Et s'il repasse, à mon avis, il va augmenter la pression. Ça va se dégrader. Oui. Oui, pour revenir par rapport à l'abstention, je reviens je donne dans le sens où si certes aujourd'hui on arrive par exemple à, je ne sais pas, je suis optimiste, 20% d'abstention, et qu'on arrive de plus en plus à une abstention de plus en plus généralisée, mais même 30, est-ce que ça ne va pas pousser les gens à la révolte? Le fait de se dire on a un gouvernement qui a 60% d'abstention se permet d'être là. Est-ce que les gens ne vont pas se dire au bout d'un moment, là c'est le moment de se révolter? Parce qu'aujourd'hui si on ne se révolte pas, c'est pourquoi? Parce qu'on se dit le gouvernement, on peut encore dire qu'il est légitime. Mais si à force d'abstention et d'abstention et d'abstention, on arrive à démontrer son légitimité, ça ne peut que pousser les gens à la révolte et à les amener à la rue. Vous avez cette impression-là, peut-être. Moi, j'ai pas la même, mais c'est peut-être moi qui me trompe. J'ai pas l'impression. Je comprends ce que vous voulez dire. C'est vrai que si nous avions le moyen de nous compter et de savoir que nous sommes nombreux à être révoltés, nous aurions un moteur qui nous aide à passer à l'action. On a déjà vu des abstentions massives. Hein. On a déjà vu ça, des abstentions massives. Et il n'y a pas eu le début d'un quart de révolte. Hein. Oui, c'est tellement. Je répète, c'est très mélangé l'abstention. Il y a de tout dans l'abstention. C'est pas du tout que de la révolte. C'est pour ça que les royalistes reprennent à leur compte l'abstention. Ben oui, c'est un meilleur pour que les royalistes. C'est un fourre-tout, l'abstention. Tout le monde peut s'en prévaloir en disant j'avais appelé à l'abstention. Là, ceux qui appellent à l'abstention. S'il y a une abstention importante, ils vont dire je l'avais bien dit, donc je me suis compté. C'est plus compliqué que ça, l'abstention. Il va y avoir... Il y a des pécheurs de la ligne. Hein. Il y a des gens qui sont vraiment... Et du coup, on parle du vote blanc depuis un moment.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose déjà décrit dans la Constitution actuelle à propos du vote blanc, qu'il existe, qui devrait être compté en théorie et qu'en fait il ne l'est pas? Ah non, mais pour l'instant, le vote blanc est mélangé au nul. C'est un scandale Je sais qu'en pratique c'est fait, mais est-ce qu'il y a pas... Mais c'est pas en pratique, c'est écrit. C'est décrit d'accord. Dans le code électoral. Il me semblait qu'il s'était distingué, que c'était pas fait. Ah, c'est possible que ce soit... Non, mais je pense que c'est écrit. Je pense que les blancs et nuls, il y a un alinéa qui dit comment on compte les blancs et nuls, mais il faudra aller vérifier. Mais Il a été changé quand je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire de cette arnaque-là, mais elle est ancienne. Hein. Même, on va avoir le code électoral actuel, mais si on allait regarder le code électoral d'avant, on aurait la même, je pense, hein, ou un prochain. Voter pour un candidat qui ne sied pas, si demain on va taper sur la Syrie, c'est une forme de complicité. Et moi personnellement, je ne veux pas avoir une quelconque forme de complicité avec ces gens-là. Donc je répète au micro pour ceux qui n'entendent pas, il y a le point de vue qui consiste à dire Voter, c'est cautionner. Voter, c'est cautionner. Comme je sais que les deux vont m'emmener faire la guerre dans des pays dans lesquels j'ai rien à faire, en Syrie ou au Liban, au Syrie ou en Iran ou ailleurs, je ne veux pas cautionner ça. Et ça, je peux l'entendre tout à fait, évidemment. Hein. Bien sûr, monsieur. Il y a quelques jours, la politique étrangère a duré 4 minutes pour traiter de problèmes de relations avec 200 pays de la planète. C'est quand même pas mal. Non, mais... Et on ne s'est arrêté qu'à l'Afghanistan, en disant on s'arrête soit fin 2013 ou 2014, c'est-à-dire qu'on discutait sur quelques mois. Non, mais je suis d'accord, c'est épouvantable. Non, mais vous savez, le gouvernement représentatif, par le mécanisme du faux suffrage universel et de la campagne électorale qu'il faut financer, et ce régime politique, pourtant lui, la corruption, sera élu celui qui fait la meilleure campagne. Et la meilleure campagne, c'est celle qui coûte le plus cher. Et donc ceux qui payent cette campagne électorale, ils ne le font pas par philanthropie, ils le font toujours parce qu'ils attendent un retour. Toujours, mais bien sûr. Et donc, c'est tout simple, tout le monde le sait, ça. Il n'y a rien d'original à dire ça. Mais par contre, il faut en tirer les conséquences. C'est-à-dire que le régime du gouvernement représentatif donne le pouvoir aux riches. Donc, je veux dire, les riches, c'est pas nous, hein, c'est 1%. Hein, donc et donc... Est-ce que je peux faire une remarque? Je vous coupe. Vous avez un espace là, c'est pour ça. Je suis ici. Faut que je parle plus vite. J'ai profité. Juste ma remarque en 2 points. Premier point, je suis quand même content de vous donner votre point de vue sur cette fameuse abstention. Ça aurait été dommage. Oui, bref, ça aurait été dommage qu'on n'en parle pas quand même, surtout aujourd'hui. Et ma deuxième remarque, ça serait, tout à l'heure vous aviez dit, bon, si on s'abstient, c'est peut-être le pire qui passerait. Oui. Quand bien même. Est-ce que ça nous obligerait pas à avoir, je sais pas, nous réveiller un peu plus rapidement, peut-être? Ça s'appelle la politique du PS, on en parlait tout à l'heure. Je le lance comme ça, j'en suis pas persuadé. C'est sacrément risqué et ou cynique, parce que on n'est pas tous exposés de la même façon à ce que va faire le pire du pire là. Le pire des deux, là, il va finir de dézinguer, de détruire complètement le peu de protection sociale que CNR avait mis en place. Ça devient vraiment une société de loups, quoi, où le plus riche survit et puis les autres crèvent. Est-ce que nous sommes dans la situation de celui qui va crever, et à ce moment-là, on décide de s'abstenir et d'avoir celui-là qui va nous faire crever? Ouais, là, on assume. Mais si on est protégé et qu'on se dit qu'on va pas tant souffrir, quoi, ça va être le pire, mais on va encore tenir bon, c'est quand même dur pour ceux qui sont les plus maltraités, qui vont pâtir de notre abstention et du fait qu'on a laissé passer. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux devant la barbarie libérale. Prétendument libéral, le mot libéral, c'est honteux qu'ils aient volé ce mot-là, quoi, parce que c'est... Enfin bon. Comme directeur de campagne, Laurent Fabius, qui est vice-président du... Non, mais je sais bien que c'est un affreux, hein. Non, je sais bien, là, vous prêchez un convaincu, là, je connais, hein. Non, mais attendez, que ce soit clair. Attendez, j'ai une autre façon de le dire.
je vais vous doubler là, parce que là vous êtes en train d'essayer de me doubler, mais vous allez voir, j'accélère. Les deux partis, et c'est pas seulement en France, hein, les deux partis dominants en France sont deux partis d'extrême droite. Non, d'extrême droite. Ils sont au service des... Non, c'est pas la même chose du tout. Enfin, dans mon esprit, l'extrême droite, c'est les partis qui sont au service des plus riches, c'est les Versaillais. C'est les possédants, les honnêtes gens, comme ils s'appellent. Lafayette qui les appelle les honnêtes gens, sans blague. Les gens de bien. Et bien les partis d'extrême droite, c'est ceux qui servent ces gens-là exclusivement et principalement. Enfin, moi, c'est le sens où on fait ce qu'on veut. Hein. Enfin, pour moi, les deux grands partis en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, sont tous d'extrême droite et sont au service des plus riches. C'est tous une escroquerie, c'est l'escroquerie du gouvernement représentatif. Donc, vous prêchez un convaincu. Oui, l'UMP n'est pas populaire. Oui, le PS n'est pas socialiste. Oui, ce sont deux fausses étiquettes, comme les affairistes et les banquiers au XIXe siècle s'appelaient centre-gauche. Thiers, c'est centre-gauche. Donc, c'était... C'est pas dire des fachos, parce que c'est un mot galvaudé, je ne sais plus rien dire, mais c'était d'extrême droite, c'est au service des possédants, les Voltaire. Voltaire, Sieyès, Benjamin Constant, Mirabeau, pas Marat, non. Non, Marat était pauvre. Marat était complètement pauvre. Pauvre et intègre. Mais franc-maçon, les Robespierre étaient francs-maçons. Donc mais ça suffit pas. Franc-maçon, c'est pas une... Ça suffit pas à faire un diable du tout, je crois. Hein. Alors, je sais bien qu'il y en a chez les francs-maçons sûrement, mais à mon avis, ça suffit pas. Ça... En tout cas, excusez-moi, pour rebondir sur... je suis ici. Pour rebondir sur le tirage au sort, donc c'est une question qui n'a rien à voir, parce que là c'était une question un peu politique. Est-ce que vous pensez que le système du tirage au sort est compatible, voire un plus, par rapport au principe de subsidiarité? Est-ce que vous pensez que l'un et l'autre sont compatibles, voire se renforceraient l'un l'autre? Ah, mais c'est ils se renforcent, voilà. Vous prenez, oui, alors je rappelle que la subsidiarité, donc la question c'est est-ce que le tirage au sort et la subsidiarité sont compatibles? Je pense que oui. La subsidiarité, c'est cette règle auquel le souverain fait très attention, selon laquelle tout ce qu'il peut régler, il le règle. Il ne délègue que ce qu'il ne peut pas régler lui-même. Le souverain. Alors ça dépend du souverain. Quand c'est le pape, le pape organise la subsidiarité pour protéger la souveraineté du pape. Mais quand c'est le peuple protège la souveraineté en faisant appliquer la subsidiarité, en disant quand les cantons suisses protègent la subsidiarité comme la prunelle de leurs yeux, ils disent, si c'est sur l'école que le canton a le droit, parce que c'est ses affaires, parce qu'il peut le faire, et bien sur l'école, c'est pas au fédéral de s'en occuper, c'est au canton, ça c'est la subsidiarité. Et puis c'est surtout pas au fédéral, et le souverain se protège, le peuple se protège sa souveraineté en disant je ne déléguerai que ce que je dois déléguer. Tout ce que je peux ne pas déléguer, je le garde, c'est ça la subsidiarité. Et le tirage au sort, il sert à ça. Est-ce que vous pensez qu'il ne peut pas y avoir des conflits, par exemple? Je vais prendre un exemple, on pourrait prendre effectivement l'éducation, ou par exemple, je sais pas, la construction d'un pont. On va dire, ça va concerner les gens qui habiteront à l'endroit où le pont sera construit. Mais est-ce qu'il n'y a pas un conflit dans le fait de conserver une certaine unité, une certaine cohérence, justement? Donc, est-ce que le fait que des gens décident certaines choses au niveau local, est-ce que ça aussi, c'est pas quelque chose à réfléchir? Et qu'il y a d'autres choses, par contre, qui ne peuvent pas être déléguées, comme vous disiez, mais selon quels critères, selon quels... Parce que sinon, il peut y avoir une éducation, par exemple, différente selon les régions. Et alors, là, on tombe dans le régionalisme. Et alors j'ai la même réaction que vous. Hein. Quand j'ai appris qu'on pouvait passer des lois d'éducation différentes d'une commune à l'autre, j'ai dit, moi je suis prof, hein, donc je suis habitué à des programmes communs pour tout le pays. Et au début, je me disais, c'est quoi ce truc-là, c'est possible, ça va être... Et puis en fait,
vous êtes bien d'accord pour que les pays aient des programmes scolaires différents? Ça ne vous gêne pas qu'en Allemagne, ils aient leur programme scolaire, en Angleterre, ça ne vous gêne pas ça? Donc on s'en fout complètement. Je veux dire, ça peut être un programme différent d'une commune à l'autre. Ils ne sont pas fous dans les communes, ils ne vont pas faire un programme pour abîmer leurs enfants. Ils vont faire du mieux qu'ils peuvent dans chaque commune. Il y aura des différences, la belle affaire. Eh ben, on s'inspirera justement des différences. Si ça se trouve, ce sera bien. À mon avis, ce n'est pas forcément mauvais d'avoir des lois. Et puis ça ne nous empêche pas peut-être d'avoir un corps commun, un tronc commun. Mais il faudrait que les communes acceptent. Hein. Donc les communes pourraient accepter une espèce de, après une négociation, une espèce de tronc commun de l'enseignement sur lire, écrire, compter, sur lequel tout le monde tombera d'accord. Et puis sur le reste, chacun déciderait librement. Il y aurait une participation aussi des citoyens au niveau local sur mais absolument. Un plus. Alors, mais je me demande quel rapport ça a avec le tirage au sort. Ça vient peut-être d'un malentendu. Est-ce que vous avez pensé une seconde que c'était peut-être les tirés au sort qui allaient voter les lois? Si vous imaginez ça, c'est un malentendu. Parce que le tirage au sort, il ne sert pas à désigner ceux qui vont voter les lois. Dans une démocratie digne de ce nom, les tirés au sort, c'est pas eux qui votent les lois, c'est nous. C'est pas les tirés au sort. Et il faut voir à quel niveau effectivement se décide après certains aspects effectivement. Alors, voilà, là il y a une réflexion sur laquelle on n'a pas encore beaucoup avancé. Ça fait plusieurs fois qu'en conférence on me demande et que je botte en touche parce que je sens bien que c'est un chantier, il va falloir qu'on bosse là-dessus. Quels sont les domaines que nous voulons garder au niveau de la commune, où nous voulons légiférer nous-mêmes, réunis en assemblée, commune par commune? Quels sont les domaines qui sont raisonnables? Et quels sont les domaines que nous devons déléguer au niveau fédéral, au niveau de la fédération de communes? Alors, l'armée, il faudra probablement avoir une armée nationale, sinon on va se faire écraser par le premier étaillon venu qui veut nous piquer toutes les richesses comme ils ont toujours fait depuis la nuit des temps. Enfin, les humains, les guerres, ça va ça. Guillemin vous explique que les Girondins ont fait la guerre, c'est l'épouvantable guerre qu'a subie la Révolution française. C'est pas une épine dans le pied, c'est bien plus grave que ça, c'était très très compliqué. Ça rendait tout compliqué la guerre pendant la Révolution française. C'est les Girondins qui la menaient. Les Girondins, c'est les possédants, les gens de bien, les honnêtes gens. Les Girondins. Et c'est eux qui voulaient la guerre. Pourquoi ils voulaient la guerre? Parce que l'État leur devait de l'argent. Ils avaient réussi, dans l'Ancien Régime, à emboîter au dernier degré l'État. Tiens, non, on peut quelque chose, ça. Les possédants, Necker, par exemple, avait beaucoup donné, beaucoup procuré d'argent au roi. Necker était un banquier suisse. Il avait procuré beaucoup d'argent au roi et s'était considérablement enrichi au passage. Mais il s'était enrichi, vous n'avez pas idée. Donc la dette publique, au passage, ce n'est pas le sujet de la soirée, hein, mais c'est complètement lié, hein, c'est la même chose. On ne récupérera pas le contrôle de la création monétaire et on ne sortira pas du piège de la dette, qui est un piège politique, sans écrire nous-mêmes la Constitution. Sans reprendre le contrôle de la monnaie. Mais il faut qu'on l'écrive nous-mêmes. C'est-à-dire que tant qu'on laisse les élus qui sont les valets des banques, enfin si vous ne le voyez pas aujourd'hui, vous ne le verrez jamais, hein, tant qu'on laissera écrire la Constitution par les employés de banque, on n'en sortira pas. Je n'ai pas fini de répondre à la question, mais je l'ai oublié. De quoi on parlait juste avant? Je parle de ça. Je perds le fil. Moi, à quelle heure on prend la retraite là déjà? Parce que moi je commence à avoir un vieux cerveau. On parlait de subsidiarité. Ma retraite, non, hein? On parlait de subsidiarité. On parlait de subsidiarité. Ah oui, et puis de tirage au sort. Le tirage au sort qui n'était pas. Alors, il faut faire attention parce que le tirage au sort, on peut l'utiliser à plein de sauces différentes. Il a bon goût à chaque fois, mais il a des implications différentes. Dans la démocratie digne de ce nom, à Athènes, les tirés au sort, ce n'est pas ceux qui votaient les lois. Vous avez compris que les tirés au sort, c'était les policiers, les juges, ceux qui préparaient les lois, le Conseil des 500. Donc c'était ceux qui aidaient l'Assemblée en faisant ce que l'Assemblée ne pouvait pas faire elle-même. Et on les tirait au sort pour les affaiblir, pour que le peuple reste souverain. Donc les assemblées, c'était non, c'était pas représentatif, c'était nous. C'était 6 000 personnes sur 30 000 citoyens, en gros. Et donc, 6 000 personnes, c'est beaucoup de monde, on ne parle pas là, hein, on vote. 6 000 personnes, si on commence à parler, c'est un brouhaha, on n'avance pas. Ils discutaient beaucoup avant, en dehors de la cité, de l'Assemblée, et quand ils se réunissaient pour voter, ces 6 000 personnes, c'est beaucoup de monde, hein, en silence.
en silence. Il y avait des orateurs qui défendaient, il faut, cette loi-là, il la faut. Non, je ne suis pas d'accord, cette loi-là, il ne faut pas. Ils écoutaient, ils en avaient parlé, et puis ils votaient. Mais ce n'est pas les représentants tirés au sort qui votaient, c'est les citoyens, pas les électeurs, il n'y a pas d'électeurs. C'était des citoyens. Donc c'était eux qui votaient leur loi. Et le tirage au sort, il servait à garantir que ceux qui exerçaient un pouvoir étaient les amateurs. Garantir la rotation des charges. Le tirage au sort, ça va avec, il faut qu'on en ait tout le temps, avec l'élection on n'arrivera jamais à en avoir autant, mais avec le tirage au sort, on en prend, on a la place, c'est n'importe qui, un coup c'est toi, un coup c'est moi. Avec le tirage au sort, tu peux alimenter une rotation des charges rapide. Mais pourquoi ils voulaient l'amateurisme des fonctions politiques? C'est parce qu'ils voulaient garder la suzeraineté, ils voulaient garder le pouvoir pour eux, le peuple. Eux, c'est eux tous, les 99%. Les 99% voulaient garder le pouvoir, le tirage au sort le rendait possible. Et pendant 200 ans, c'est vachement long, 200 ans, c'est le même temps que ce qu'on a testé le gouvernement représentatif. Depuis 1789, il s'est passé 200 ans, à peu près. 200 ans, c'est toujours les riches qui gouvernaient. Le gouvernement représentatif, c'est le gouvernement des riches. Et alors qu'à Athènes, pendant 200 ans, 5e siècle, 4e siècle avant Jésus-Christ, 200 ans au tirage au sort toujours, hein. Et les riches n'ont jamais gouverné, c'est toujours les pauvres qui ont gouverné. Et ma question, c'est combien de temps les 99%, les pauvres, vont-ils défendre ce faux suffrage universel, ce gouvernement représentatif, comme si c'était l'alpha et l'oméga de leur liberté, de leur dignité, alors que c'est le ciment de notre prison politique. Il faut les affamer. Alors c'est autre chose, ça, voilà, combien de temps, mais je ne suis pas sûr qu'en les affamant, ça suffirait. Hein. En les affamant, on va trouver un bouc émissaire, on va dire que c'est les Arabes ou je ne sais pas quoi d'autre. Enfin, on va se tromper d'ennemis, c'est sûr. Hein. Si on nous affame, je suis à peu près certain que le peuple en colère, foudrage parce qu'il n'a plus de quoi bouffer, ne va pas s'en prendre aux bonnes personnes. Hein. C'est déjà le cas, voilà, exactement. Pour compléter la question précédente, moi je me demande comment une constitution peut-elle nous garantir un principe fédératif? Est-ce que ça peut être son but et est-ce que ça peut être écrit dedans? Alors, mais bien sûr, ça peut être son but et ça peut être écrit dedans, bien sûr, bien sûr. Une démocratie digne de ce nom, ça devrait être au niveau de la commune ou du canton, tout petit. Donc c'est des petites assemblées, des petits groupes de citoyens qui peuvent produire du droit eux-mêmes pour ce qui les concerne. Et ensuite, il y a des tas de sujets sur lesquels il faut absolument faire nombre, ne serait-ce que pour se protéger par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire que si on est trop petit, on va se faire envahir, écraser, voler, massacrer. Et donc il faut qu'on fasse nombre, il faut qu'on se réunisse sur certaines choses. L'armée, les routes peut-être, les voies ferrées, peut-être la production d'électricité, je ne sais pas, enfin bon. Il faut qu'on en discute de ça. Et effectivement, le modèle de travail commun, d'organisation politique de petites cellules pour fabriquer un grand organisme, ben c'est quelque chose qu'on connaît très bien, qui existe déjà dans plein de pays. Les États-Unis sont une fédération, l'Allemagne est une fédération, la Suisse une fédération, enfin les fédérations il y en a partout, on sait très bien comment ça marche. C'est pas mystérieux, on ne part pas dans l'inconnu. Simplement, dans l'idée, je vous suggère, si nous écrivons nous-mêmes la Constitution, on va faire partie de la base. C'est-à-dire qu'on va se préoccuper, on va mettre le souverain en bas, enfin c'est nous, et on va faire attention à protéger notre souveraineté par un mécanisme de subsidiarité correctement pensé. Il se trouve que la Fédération européenne, puisque l'Union européenne c'est une fédération aussi, mais c'est une fédération où tout est factice, tout est faux et tout est fabriqué d'en haut avec une impuissance politique du bas qui est programmée par en haut. Donc c'est une fédération aussi, mais c'est pas la même. Et à mon avis, si nous écrivons nous la Constitution et si nous programmons nous une fédération en suivant les conseils de Proudhon, par exemple. Proudhon vient d'écrire un petit bouquin sur le principe fédératif qui est plein d'enseignements, de choses trappes, de pièges à éviter, d'objectifs à atteindre. C'est un très très beau plaidoyer, c'est un petit bouquin, je l'amène d'habitude, là je ne l'ai pas pris. J'ai oublié. Le petit bouquin de Proudhon, réédité, là, est très bien sur la fédération. Mais c'est pas incompatible, bien sûr, nous. Et d'ailleurs, on l'aura que si on l'écrit nous. Hein. Mais je veux dire, les pays qui le font l'ont écrit, c'est inscrit dans leur constitution. Le fédéralisme, oui, bien sûr, oui. Toute l'organisation des chambres locales, régionales, nationales, oui, bien sûr. Oui, la fédération, ça se met dans la Constitution. Hein. Oui, l'organisation et le principe de subsidiarité.
sur le mode de scrutin, vous avez compris que c'était important, qu'on pouvait gratter quelque chose de très, très utile pour faire émerger la volonté générale en travaillant sur les votes à points. Le vote à points, c'est vraiment quelque chose... L'organisation de la deuxième chambre aussi, ça devrait être dans la Constitution. Vous savez, dans les Constitutions, on trouve 2 chambres, souvent, mais c'est 2 chambres élues. Donc c'est que des chambres de notables, c'est que des chambres de riches, encore, toujours. Il n'y a pas de... Nous n'existons pas dans le bicaméralisme, quels que soient les pays du monde qu'on observe. Mais si nous écrivions, nous, une Constitution, nous, les gens qui ne voulons pas le pouvoir, nous prévoirions peut-être 2 chambres, dont une est élue, parce que ça nous rassure, on a l'habitude, comme ça il y aura toujours les partis, les soi-disant compétents, et puis qui ont le champ, qui regardent sur la longueur, sur le long terme, ouais, ok. Et donc il y aurait, comme l'Assemblée nationale, ça c'est une des chambres, mais la deuxième, ce serait une chambre tirée au sort. Une chambre qu'on appellerait la chambre des citoyens. Donc là c'est les amateurs. Et qu'est-ce qu'on observerait si on est tiré au sort, qu'on prend 1000 personnes par exemple, qui est, pour nous, compte tenu de notre population, c'est la taille à peu près des chantiers représentatifs, 1100, 1200 personnes. Les chantiers représentatifs, c'est-à-dire qu'au-dessus de cette quantité, on n'obtient pas des résultats plus fiables par rapport à l'ensemble. C'est le meilleur rapport qualité-prix, entre guillemets, le meilleur rapport efficacité-quantité, c'est autour de 1000 pour la France. Donc si on venait assembler 1000 personnes tirées au sort, on aurait, figurez-vous, le croiriez-vous, dans cette chambre tirée au sort, il y aurait la moitié de femmes. Et il n'y a pas besoin de quotas, il n'y a pas besoin d'une loi particulière, il n'y a pas besoin de faire attention, il n'y a même pas besoin de mettre des contrôles. Si vous tirez au sort, vous allez avoir la moitié de femmes. Vous comprenez ça, mais mécaniquement. Et mécaniquement, vous pouvez en déduire qu'il y aura la moitié de femmes, mais il y aura aussi la même proportion, et même si on se trompe, c'est pas grave, même si c'est à 1 ou 2 près, on s'en fout complètement, il y aura la même proportion de riches et de pauvres que dans la société. Il y aura la même proportion de blancs, de noirs, de jaunes, alors il ne faut pas que j'en oublie, de chrétiens, d'athées, de juifs, de musulmans, de ceci, de cela, de francs-maçons, de tout. Il y aura même la même proportion, il y aura la bonne proportion pour nous représenter, y compris de choses auxquelles vous ne pensez pas. Mécaniquement, par la vertu du tirage au sort. Vous allez avoir la bonne proportion de gens patients, colériques, de gens qui ont de l'empathie, pas d'empathie, des gens cyniques ou généreux. Vous allez avoir la même proportion dans la vie. Alors, peut-être que ça vous fait peur parce que vous avez une vision noire de vos proches, et à ce moment-là, vous n'êtes pas démocrate, mais on n'est pas obligé d'être démocrate, hein, voilà, mais vous allez avoir du mal à vous dire démocrate en votre âme et conscience si vous considérez que nous sommes tous une bande d'abrutis violents et cyniques. Si par contre nous pensons que parmi nous, nous avons le meilleur, et que finalement la plupart d'entre nous, c'est les circonstances qui nous rendent bons ou mauvais. C'est-à-dire qu'on a tous du bon et du mauvais en nous-mêmes. On a tous de l'énergie, du courage ou de la peur, ou on a tous de l'ignorance, ou on peut devenir très savant si on se met à bosser. On a tous en nous-mêmes, c'est une banalité ce que je dis là. Mais pour un prof, c'est pas étonnant. Je m'aperçois dans mon métier, je m'aperçois dans mon métier de prof que quand je fais confiance à quelqu'un, il change en bien. Il se transforme en bien. Il veut être digne de la confiance que je lui donne. Et on marche tous comme ça, en gros, à part quelques-uns qui marchent pas comme les autres, mais en gros, on marche comme ça. Et donc, le tirage au sort qui prendrait parmi nous n'importe qui, et qui donnerait à ce n'importe qui la vraie opportunité de rendre service aux gens et aux autres sous le regard des autres, le regard affectueux, le regard bienveillant, le regard qui a une attente positive, et le regard aussi un peu suspicieux, le regard qui fait attention, c'est carotte et bâton. Ces gens-là, je pense, seraient conduits à la vertu par le regard des autres. Vous savez, c'est ce dont je parle, j'ai découvert ça il y a quelques mois. C'est la vergogne, l'importance qu'on donne au regard d'autrui. Ce à quoi les Athéniens tenaient tant, ils appelaient ça la vergogne. C'est l'importance que le citoyen donne au regard des autres. Et les Athéniens disaient, c'est Platon qui mettait ça dans la bouche de Protagoras, je crois, il disait, c'est Zeus qui disait, c'est dans Protagoras, c'est Zeus qui dit qu'il soit mis à mort le citoyen qui n'a pas de vergogne et pas de justice. Il savait que celui qui ne donne pas d'importance au regard des autres devient extrêmement dangereux pour le corps social. Parce qu'il est sans vergogne, il n'a plus de limite.
Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on dirait que l'élection ne sort que ceux qui n'ont pas de vergogne. Les entreprises, par le jeu de l'ascension dans la hiérarchie, on dirait, tout se passe comme si ça conduisait à la tête des multinationales des gens qui n'ont plus aucun sentiment humain, aucune vergogne, qui ne donnent plus aucune importance au regard des autres. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je m'en fous complètement, je ferai ce qu'il faut pour gagner de l'argent. Travail des enfants comme des esclaves ou pas, rien à foutre. Et c'est pas une fatalité, ça. Je pense que c'est un problème d'institution. Nos institutions ne donnent plus aucune importance à la vergogne. Les institutions athéniennes organisaient des tas de choses pour que la vergogne soit développée et favorisée. Je vous ai interrompu, excuse-moi, quand vous vouliez dire, je sais pas, peut-être autre chose. Encore faut-il donner à cette assemblée un pouvoir. Encore faut-il donner à cette assemblée. Ah oui, alors l'assemblée tire au sort. Ah oui, alors, effectivement. Alors, le pouvoir que le Sénat actuellement, par exemple. Oui, absolument. À mon avis, le pouvoir tout simple qu'il faudrait donner à cette assemblée tirée au sort, qui nous représenterait, qui serait une espèce de mini-pays, mini-corps social, et qui nous ressemblerait par la... C'est pas de la magie, c'est par la mécanique du tirage au sort. Elle nous ressemblerait par la mécanique de l'échantillon représentatif. Nous avons... J'arrive sur le pouvoir après. Nous avons, nous autres modernes, avec le concept d'échantillon représentatif, c'est Saint-Omer qui en parle bien, dans ce petit bouquin-là. Saint-Omer insiste sur le fait qu'il y a quelque chose d'historique qui est inédit dans l'histoire des hommes. Les révolutionnaires, Aristote, même Montesquieu, ne disposaient pas du concept d'échantillon représentatif. C'est-à-dire qu'on ne savait pas qu'à partir d'un certain nombre, en tirant au sort, ça va vraiment ressembler à l'ensemble. Et ça, c'est les marchands qui ont trouvé ça pour faire leur business. C'était moins coûteux de faire une enquête sur un petit nombre que sur un grand nombre, donc ils ont fait beaucoup de recherches. Et si eux ont fait des recherches et qu'ils ont choisi, c'est que ça marche le truc. Hein. Pour la population française, on prend un échantillon de 1000 personnes, si on tire au sort, on va avoir quelque chose qui ressemble à la société française. Pas exactement, mais on s'en fout. Enfin, ça ressemble en gros, suffisamment en gros pour qu'on puisse dire l'échantillon est représentatif. Et ce concept d'échantillon représentatif donne de la force à l'idée du tirage au sort. Une force que nos anciens ne pouvaient pas produire intellectuellement parce qu'ils n'avaient pas le concept. Ils n'avaient pas l'outil.